Bonjour Noé. Bonjour Hélène. Alors, je suis très heureuse de te recevoir dans Où est le beau. Je pense que vous serez nombreuses et nombreux à déjà connaître ton travail. Je vais quand même rappeler que tu es un designer et architecte d'intérieur connu et reconnu en France et à l'étranger. Et si j'ai eu envie de t'inviter à mon micro, c'est que tu as pris du recul ces derniers temps et que tu as aujourd'hui une pratique du design qui me touche parce qu'elle est profondément en harmonie avec le territoire que tu habites et le rythme de la planète et des écosystèmes, notamment dans le cadre de Made in Situ que tu développes au Portugal où tu habites désormais. On va évidemment parler de tout ça dans cet épisode. Ce que j'aime dans ton parcours, c'est que tu fais donc partie de ces designers architectes stars que tout le monde sollicite, etc. Et pourtant, tu as eu le courage de faire des choix essentiels, peut-être de cesser certains projets pour en privilégier en tout cas d'autres qui étaient plus en lien avec toi, qui avaient davantage de sens et avec lesquels tu étais à l'aise. Tu disais d'ailleurs dans une interview que il était évident que je ne pouvais plus rester dans un système de consommation où tout était tracé. Il fallait que je redispatche les choses. Alors tu vas nous expliquer comment tu as redispatché les choses comme tu dis. En tout cas, moi ce que j'ai compris en préparant cet épisode, c'est que tu as eu envie de laisser davantage tes intuitions, tes élans aussi te guider en sortant peut-être un peu de ce tout contrôle qu'on est nombreux et nombreux à avoir un peu parfois comme driver, hein, et c'est pas simple de sortir de ça. Aujourd'hui, tu traces une nouvelle route. Tu fais partie de celles et ceux qui, dans le monde du design, hein, nous font découvrir, le cœur ouvert d'ailleurs, une nouvelle terra incognita. Donc, faut dire que depuis plusieurs années déjà, avec ton changement de cap, toi, tu portes, alors avec d'autres évidemment, mais vous n'êtes pas non plus hyper nombreux, hein, comme une voie d'éveil un peu de la conscience design quelque part. En tout cas, questionner la raison d'être des objets. Cette question du pourquoi, hein, en tant que créatif, eh ben on la redoute un peu et toi tu l'embrasses, tu en fais un peu un compagnon de route fertile et sur ta boussole il n'y a que les matériaux et l'écologie, il y a aussi l'humain, tu vas nous en parler parce que tu t'attaches à trouver aussi une véritable humanité dans tous les projets que tu acceptes. Donc c'est vraiment un peu une métamorphose, une renaissance, j'ai l'impression que tu as vécu. Et voilà, alors ta patte, évidemment, ta trace, ta signature, elle a aussi un petit peu changé. Elle a peut-être une profondeur, aussi un nouvel ancrage. Et ça, je trouve que c'est aussi un beau chemin. C'est d'ailleurs formidable voilà, de voir un peu ça s'incarner aussi dans la matière. Parce que c'est pas que des mots, tout ça. Alors peut-être que pour commencer cette conversation, est-ce que tu peux nous raconter peut-être comment progressivement, depuis ces dernières années, là, tu t'engages dans une pratique un peu moins hors sol du design? Ben, merci déjà pour cette introduction. Faut peut-être revenir aux origines et à la base de tout. C'est mon éducation, l'endroit où j'ai grandi, les valeurs qu'on m'a transmis. Toute mon enfance a été bercée par, justement une proximité avec l'artisanat, la valeur des choses, des matières, de l'humain aussi au travers de tout ça. Je dois vraiment, d'une part à ma mère, à mon beau-père et puis à mon père, que j'ai peu connu, mais qui m'a quand même transmis des choses, en tout cas, au travers d'un courant de pensée. Et donc c'est ce que j'ai, pour un moment écarté parce que même si pour mes études, je suis passé par la sculpture, donc un travail sur la matière et ensuite, le design de mobilier, j'ai été vite pris dans un système qui était intéressant parce que j'ai eu l'opportunité de faire de nombreux projets très rapidement et l'architecture a été un des éléments qui m'a permis de m'exprimer le plus rapidement possible. Parce que le mobilier est quand même une discipline assez longue avant de pouvoir exprimer vraiment des choses, comme on l'entend et comme on souhaite le faire. Il faut montrer un peu qui on est et cetera et c'est vraiment pas simple quand on est, jeune designer. Donc l'architecture et j'ai eu la chance de me retrouver très vite propulsé sur des gros projets par une succession de hasards, de rencontres et au bout d'un moment, bah, ces projets, se sont faits, peut-être une sorte de notoriété et des projets qui en amenaient d'autres et cetera. Sauf que l'architecture est un environnement très, consommateur de temps et d'énergie qui me permettait pas forcément de me reconnecter à ce que je voulais, c'est-à-dire l'objet, la matière, mais j'essayais toujours de trouver quelque chose qui allait rappeler ça, qui allait, pouvoir me permettre de me reconnecter à ça et parfois je m'en suis écarté énormément et d'autres fois je m'en suis beaucoup plus rapproché. Mais ça a été, quand même,
un chemin, parfois très gratifiant parce qu'agréable de voir que ça fonctionne et cetera et puis aussi assez douloureux parce que je me rendais compte que j'étais pas, axé ou, connecté à ce que j'avais vraiment envie de faire et jusqu'au moment où il y a une prise de conscience de tout ça, j'avais toujours dans le fond de ma tête quelque chose qui me disait une petite voix qui me disait: «Noé, si ça marche pas, tu laisses tout tomber, tu vas élever des chèvres dans le Larzac». J'avais sous cette phrase que je me répétais à longueur de temps parce que j'ai vu des gens le faire, parce que, je pensais que c'était aussi une beauté et une vérité qui pouvait, être, incroyable à vivre. Peut-être qu'heureusement que je l'ai pas vécu parce que ce sont aussi des métiers très difficiles. Mais quoi qu'il en soit, j'avais toujours ça, donc je me permettais aussi de me dire: «Carpe diem, tu peux toujours, essayer autre chose» et à un moment donné, il y a plus qu'une dizaine d'années maintenant, parce que le projet Made in Situ a germé dans ma tête il y a ouais, une quinzaine d'années maintenant, ou peut-être, ouais, 12 ans et j'ai été, vraiment impressionné par le travail de chef que je rencontrais, dans la gastronomie. Il y a eu cet éveil de conscience assez rapidement, dans le design aussi, hein, mais on l'a pas toujours vu au devant de la scène, mais la gastronomie a pris vraiment le devant de la scène à ce sujet. On a vu des chefs qui, disaient: «Bon, bah, voilà, moi je travaille qu'avec des produits locaux, des produits de saison, fini les trucs qui viennent du monde bout du monde pour vous ramener un poisson frais à Hong Kong, un poisson qui a été pêché la veille en Bretagne. On va être intelligent, on va faire quelque chose qui a du sens et qui finalement nous reconnecte avec ce qu'on a autour de soi». Et je me suis dit: «Mais pourquoi en design je fais pas la même chose? Pourquoi je vais pas vers ça?» Et donc l'idée au départ était de créer un projet un peu plus large, un lieu de résidence, de rencontre, qui permettait justement de s'éveiller, chef et designer, autour de cette notion-là, du contexte, du terroir, du territoire et de pouvoir explorer ces possibilités et en fonction de toutes les saisons et de tous les moments. Parce que même l'hiver, on a des choses incroyables qui peuvent se passer. Et donc c'est ce qui a commencé à germer, vraiment de manière très organique pour le coup, dans mon cerveau, mais j'essayais de le voir je le voyais comme je voyais en grand et que je voyais un lieu de résidence. C'était forcément très, très, très complexe à gérer, mais ça me permettait de pas me mettre en avant directement. C'est-à-dire que j'accueillais déjà les autres pour pouvoir après, pouvoir peut-être faire ma place là-dedans. Et finalement, le projet était trop onéreux, trop complexe, même si j'ai eu des amis qui m'ont suivi, pour aller faire des visites de lieux et cetera, des investisseurs qui étaient prêts à me suivre. Mais ça, c'était pharaonique et peut-être pas adapté. Et puis, ben, un jour, il y a eu vraiment l'idée de tout stopper, de tout recommencer, enfin, de voir les choses différemment et j'ai pris, l'initiative, j'avais été, plusieurs fois sollicité par des amis qui me disaient: «Viens au Portugal, c'est merveilleux, il y a plein de choses et tout» et à chaque fois que je faisais un voyage là-bas, je me rendais compte que l'artisanat, il était omniprésent mais surtout dans le quotidien. Il y a quelque chose qui est encore très réel. C'est on peut le retrouver en France et finalement, c'est ce que j'ai redécouvert par la suite, mais il est souvent, encapsulé, quelque chose qui est très, quelque part, on va le retrouver peut-être sur quelques marchés, en Provence, mais c'est pas évident de retrouver l'artisanat au cœur de nos vies. Au Portugal, il y a encore cette vérité. Puis il y a un ancrage aussi dans le sol. Les Portugais ont vécu beaucoup de crises très difficiles et je pense qu'il y a eu toujours un retour à la réalité qui les a obligés à s'ancrer et à comprendre ce qu'il y avait autour d'eux, pour pouvoir mieux, se projeter. Et finalement, ce pays m'a attiré pour ça et puis aussi la proximité avec l'océan. C'est une bande de terre verticale, le long de l'océan. C'est vraiment un pays tourné vers l'océan. C'est ce qui a fait que ça a été un pays aussi très grand à un moment donné par rapport à toutes les conquêtes et les explorations qu'ils ont fait avec, pour le meilleur et pour le pire et surtout le pire, d'un point de vue humain, mais pour le meilleur au niveau de l'ouverture de l'esprit, parce que le continent européen a découvert qu'il y avait d'autres choses qui existaient que cet horizon. Mais quoi qu'il en soit, cette bande de terre verticale sur le long de la mer, ça m'a aussi donné envie d'aller là-bas parce que j'ai grandi au bord de l'eau, au bord de la mer en Bretagne. J'y allais, régulièrement me balader au bord de l'eau, donc c'était quelque chose de très important pour moi et une fois que je suis parti au Portugal, en ayant à l'esprit que j'allais fermer mon studio à Paris, Ça, c'était quand ça? c'était en 2017 et c'était assez radical parce que j'ai fait ça en 6 mois. C'est-à-dire que le changement, Ah ouais. je venais de finir, les boutiques Montblanc, donc la charte architecturale des boutiques Montblanc dans le monde, donc c'est un énorme projet qui nous a pris pendant 3 ans et demi et une fois que j'avais livré ça, je me suis dit: «Bon, bah, je crois que, voilà, on va passer à autre chose, c'est le moment de le faire». Après, c'est aussi peut-être, lié à l'âge, hein, un peu plus que la quarantaine. C'est des moments où on a envie de donner aussi une consistance différente à notre vie, un sens différent et voilà, c'est ce moment que c'est ce pas que j'ai pris, cette direction que j'ai prise. Une fois que je suis arrivé au Portugal, j'ai mis 1 an, mon travail en jachère quelque part où j'ai continué à faire mes projets, mais malgré tout, je continuais les projets qui étaient en cours.
des collections avec Taiping, Saint-Louis, toujours une collection avec Bernard, des collections qui est récurrentes avec Bernard Design, avec qui je travaille toujours. Mais j'ai vraiment complètement, et j'ai envoyé un signal assez fort parce que depuis, plus beaucoup de sollicitations sur l'architecture et j'en suis ravi. Voilà, j'ai vraiment mis entre parenthèses l'envie d'aller chercher des projets ou tout simplement de répondre à des projets. Et du coup, là, le dernier de tes projets, donc là, tu nous disais que c'est boutique. En fait, c'est aussi finalement, quelque part, un espèce de système, tu vois, qui est comme ça. C'est-à-dire que c'est pensé, enfin, par essence, les demandes, elles étaient plus en... Enfin, vraiment, ça soulevait quelque chose où tu avais l'impression que c'était plus en lien avec ce que toi, tu avais envie de proposer, en fait, et de faire, c'est ça. Enfin, qu'est-ce que ça venait chambouler aussi à l'intérieur de toi, tu vois, ce genre de choses. Après, tu nous expliques que finalement, la vie a fait que... voilà, mais Ouais. Non, il y a eu aussi une soif de liberté, une envie d'avoir, de décider moi-même des tenants aboutissants des projets. C'est-à-dire, de pouvoir contrôler, l'environnement du projet et de pas toujours me retrouver dans l'environnement d'une marque, ou d'une maison, quand ce sont des très belles maisons, c'est merveilleux et pour, Montblanc, en l'occurrence, c'est quand même une maison qui a une très belle histoire. Mais malgré tout, on rentre dans l'histoire d'une marque et j'avais plus envie de faire cet exercice-là de designer qui répond aux besoins d'une marque. Il y a aussi, quelque part des valeurs auxquelles on ne croit pas et on est obligé d'aller dans ce sens, ouais. et on est obligé un peu de se forcer parce que, bah, il y a toujours c'est quand même des marques qui ont besoin de vendre avec, des velléités commerciales assez importantes et nous, on est obligé de jouer ce jeu-là en tant que designer. Le design est né, d'une réponse de l'industrie à faire en sorte que d'un besoin de l'industrie qui était de faire en sorte que les objets qui nous entourent, soient le plus vendables et désirables possible, avant tout. Mm. C'est-à-dire qu'on n'était pas en train de répondre à des besoins spécifiques, on était juste en train de créer du désir. Et moi, quand j'ai compris que je ne créais que du désir pour vendre plus et pour, faire valoir le chiffre d'affaires de certaines multinationales, au bout d'un moment, on se dit, bah, c'est peut-être pas juste ce que j'ai envie de faire. J'ai peut-être besoin de cet ancrage plus évident avec, et puis, Heu, j'ai eu quand même la chance d'avoir quelques collaborations merveilleuses dans tout ce travail, hein, tout ce le long et même Évidemment. quand je parle de Montblanc, c'est pas du tout je suis pas du tout en train de critiquer quoi que ce soit. C'était aussi une relation assez incroyable. Non, mais bien sûr, c'est pas l'humain en fait qui est en Mais cause, c'est pas c'est l'humain qui est ouais, en ouais, question, c'est un système global c'est ça. et donc le fait de vouloir toujours plus produire et cetera, mais tu es obligé quand tu as ce genre de structure, il faut forcément créer des nouveautés, il faut forcément créer de l'appétence, il faut forcément créer du désir et de la vente parce que sinon le système se meurt et en fait, c'est ça le problème de nos sociétés. On a créé des systèmes qui ont une telle inertie qu'on peut pas les remettre en question parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on va tous dans le mur au niveau du climat, mais personne ne fait rien parce qu'il est impossible de faire quoi que ce soit. Parce que finalement, on se rend compte que chaque réponse ne mettrait en péril des systèmes économiques. Alors qu'il y a des systèmes, des réponses qui sont alternatives, qui peuvent exister, mais elles mettraient trop de temps, ou alors elles demanderaient peut-être trop d'efforts à certains, ou devoir justement remettre tout en question, et la plupart n'ont pas envie de le faire. Donc quoi Mmh. qu'il en soit, oui, il y a eu une envie de remettre en question. J'ai eu cette chance quand même de travailler avec certaines maisons comme Cecotti Collezioni par exemple, ou Saint-Louis, qui est une manufacture humaine, à dimension humaine, même si c'est quand même elle appartient à Hermès. Hermès aussi, une maison très humaine finalement, très humanisée en tout cas, dans ses savoir-faire, dans ses connaissances, dans les personnes qui gèrent les projets. Donc il y a quand même auparavant, j'avais déjà ce contact-là, avec l'artisanat, avec les savoir-faire, avec des métiers d'art, avec des métiers, artisanaux. Mais voilà, il y a eu une envie d'aller encore plus loin. Aller plus loin, c'était comprendre vraiment l'ancrage de chaque chose. Je veux travailler la pierre, OK, je vais aller voir des carrières. Je vais essayer de comprendre d'où vient la pierre et tiens, on se rend compte que dans les carrières, on enlève de la pierre, ce qui est nécessaire, mais on crée aussi des problèmes liés à l'environnement. On crée, un désordre, réel, géologique et géographique, donc Ouais. et au niveau du paysage. Donc c'est super de travailler la matière. La pierre, c'est un matériau naturel, mais en fait, on se rend compte tout d'un coup que ce matériau naturel a aussi un impact négatif sur l'environnement. Bien sûr, et tu vois, ça me fait penser à, pardon, je te coupe, mais là, j'ai écouté une interview il y a pas très longtemps de quelqu'un qui est prospectiviste un peu des matériaux. Il est professeur, chercheur, enseignant, enfin, tu vois, il a un background de dingue. Et en fait, il expliquait que, si tu veux, pour qu'on vive aujourd'hui dans ce monde-là, tel qu'il est, avec des mégalopoles,
l'école, nous qui avons, tu vois, le loisir de voyager à droite à gauche et puis aussi d'autres pays où c'est plus compliqué, etc. Donc vraiment le monde aujourd'hui, une photo lissée sur tous les habitants. La facture matériaux de chacun d'entre nous, c'est 34 kilos par jour et par personne. Mmh. C'est énormissime en fait et c'est insoutenable et donc c'est lié avec après ce qu'on entend tu vois au niveau du jour du dépassement etc par rapport aux ressources donc cette question de avec quoi on va fabriquer les choses demain, comme tu dis, elle est et quand on met le doigt dans ce truc-là, vertigineux, et on a beaucoup plus de questions qu'on a de réponses. Mais comme tu dis, en fait, c'est susciter aussi peut-être la curiosité, parce que moi, et j'ai l'impression que toi, tu t'en témoignes aussi, c'est-à-dire que quand on commence à embrasser cette complexité, il y a aussi, en fait, ça nourrit un besoin de sens, ça nourrit en termes aussi de créativité, de curiosité. On fait des liens et des ponts entre des choses qui avant on n'en avait pas. On se dit ah bah attends on va tester ça. Enfin tu vois je me dis on retrouve aussi un peu un esprit d'explorateur, un peu peut-être primaire tu vois, mais qui plus que jamais est nécessaire aujourd'hui un peu de tester tout azimut quoi, parce que sinon si voilà comme tu dis si en fait le système est fait d'une telle manière que presque il faut changer le niveau de conscience en fait avec lequel on fait les choses pour que ça change un petit peu. Je sais pas ce que tu penses de ça, mais Complètement, mais en fait, je pense que je suis pas en train de donner des réponses précises avec mon projet Made in Situ. Je suis pas, là non plus dans un discours moralisateur. non, non. Et d'ailleurs, je me suis pas inscrit dans un projet, d'éco-conception parce qu'il serait très critiquable encore. Puis même, mes actions quotidiennes sont encore super critiquables. Par Mais contre, tous. mettre en point, être dans l'éveil et dans la conscience, quand on fait un projet, essayer de comprendre le mieux possible, d'où viennent les choses et comme tu dis, d'aller creuser, d'aller explorer et une fois qu'on a commencé à tirer le fil, c'est vrai que ça ne s'arrête jamais, hein, c'est très dense. C'est une dimension, merveilleuse et ça donne un supplément d'âme aussi au projet. Bien sûr. Et c'est ce qu'on essaie de traduire sans storytelling parce que, c'est pas, l'idée, c'est pas de raconter, quelque chose juste pour raconter quelque chose, mais on essaie vraiment de transmettre au maximum ce que l'on vit, dans ces projets, de toutes ces rencontres que l'on fait, de tout ce qu'on découvre et c'est pour ça qu'on fait, des livres, des films et cetera. Ouais, ouais. Bah, c'est ça qui est génial, moi, je trouve. Parce que, tu vois, tout à l'heure, tu parlais des désirs. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on comprend, si tu veux, ce qu'on va plus pouvoir faire. Mais là où on est perdu, c'est quand on prend conscience qu'en fait, ce qu'on a désiré ou ce qu'on désire potentiellement, en fait, ça menace nos conditions d'habitabilité de cette planète, tu vois. Et on se dit, mais bon sang, où est-ce que vont atterrir nos désirs? Donc, cette idée de désir, je pense c'est juste peut-être des nouvelles lunettes ou tu as une nouvelle posture et en même temps j'ai l'impression enfin je t'écoute et que je vois aussi des trajectoires un peu comme les tiennes, j'ai pas cette sensation que ce soit dans la douleur ou dans la contrainte que ces changements ils se sont mis en place, c'est-à-dire que j'ai aussi l'impression que vous voyez en fait vos désirs surgir tout naturellement, tu vois, d'autres choses en fait, peut-être je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Mais complètement et j'ai l'impression que j'ai jamais été aussi, abreuvé, de choses qui me donnent envie et oui, j'ai jamais été autant nourri dans mes projets que depuis que je fais ce projet Made in Situ. Ouais, non, mais c'est ça qui est. Enfin, et ça, tu vois, c'est un peu invisible, invisibilisé, parce que c'est de l'ordre de la perception personnelle aussi, tout ça. Et du coup, on parle. Enfin, tu vois, c'est compliqué aussi de pouvoir toujours parler de ça. Et je trouve qu'il y a peu de personnes qui s'expriment là-dessus. Mais moi, je le constate à chaque fois que je discute avec des gens comme ça qui sont très engagés. Et moi, j'y vois une valeur, si tu veux, vertueuse, complètement démente, tu vois, qui est sous-estimée en fait. Et non, mais c'est évident, mais c'est ça nécessite en fait, je pense qu'il y a eu aussi ce passage, le fait d'avoir travaillé dans ces contextes quasi industriels, dans des projets, pour des grandes maisons et cetera. Même si, voilà, j'avais quand même un regard. Bien sûr, j'étais aussi assez critique et Mmh. j'avais quand même ce regard et j'essayais aussi de sélectionner les maisons avec qui je travaille dans ce sens. Mais ça m'a permis de faire ce pas-là aussi de façon encore plus radicale. Parce que, justement, il y a cette conscience qui fait qu'à un moment donné, on a envie d'autre chose. Je pense aussi que, quand on sait qu'on fait du bien ou qu'on est dans un sentiment de comment dire? Ça veut pas dire qu'on est forcément sur la bonne voie, mais on a au moins la sensation que, ce que l'on fait a du sens. Mmh. Tout prend une autre dimension. Ouais, c'est ça. Tu te sens lié, quoi, relié en fait. Tout est lié et c'est beaucoup plus nourrissant. C'est quelque chose qui est pour l'esprit, pour le corps, pour tout. On a l'impression d'être dans quelque chose de
de beaucoup plus complet. Et les Mmh. relations avec, les gens qu'on rencontre, les matériaux qu'on travaille, la manière dont on le travaille, tout prend une autre dimension et même au sein même de mon studio, maintenant finalement j'ai gardé mon studio à Paris que je voulais fermer et puis bon, il s'avère que, pendant les 3 ans, au début du projet, j'ai eu aussi un énorme projet pour une commande privée, sur des pièces, d'exception. Donc là, j'ai travaillé avec, de l'artisanat d'art français à ce moment-là, Génial. pour cette commande. Donc finalement, mon studio n'a pas du tout fermé, il a jamais aussi bien marché. Et puis, à côté, le projet de Lisbonne où je me suis retrouvé avec, 6 personnes, sur Made in Situ. Dans ce lieu, on a une galerie, hein, où on présente chaque projet. Ouais, tu vas nous expliquer un tout Et petit peu. Ouais. donc finalement, je me suis retrouvé avec, et ben, ce rapport aussi avec les mes collaborateurs, les gens avec qui je travaille, c'est beaucoup plus un travail, alors je dirais pas on n'est pas encore sur une relation à l'horizontale, hein, on n'est pas encore sur une, il y a toujours, malgré tout, parce que je suis quand même, vu que c'est un projet qui est vraiment porté par quelque chose de très, personnel, dans la perception des choses, dans les sensations, malgré tout, je sens que j'ai une équipe derrière qui suit, qui a envie, qui participe parce que je pense qu'ils sont aussi tous dans cette quête de sens Mmh. et d'ailleurs ceux qui ne le sont pas, ne pourront pas suivre. Donc, c'est vraiment un projet qui intègre ce genre de vision et qui amène un esprit de cohésion d'équipe et cetera. Donc une relation aussi différente avec les gens avec qui on travaille. Ouais, mais c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en fait, on a l'impression que quand on est dans cette dynamique, c'est systémique, les bienfaits, à la fois, du coup, je pense, déjà nous, et puis aussi avec les autres et avec la nature. Enfin, tu vois, il y a un vrai lien crescendo en cascade qui est plus, mais pas plus dans le sens toujours plus comme aujourd'hui on est dans ce monde où on a l'impression que... Plus de bon sens, Ouais, c'est toujours ça. plus d'évidence, toujours plus de qualité, toujours plus de bonheur, toujours plus je sais pas, de légèreté aussi quelque part et la légèreté dans le sens, positif du terme, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la terre n'est pas si lourde, les choses sont belles, on peut faire des belles choses. Mais Il y a un espoir incroyable là-dedans, dans ce genre de démarche. Maintenant, il est contrecarré par tout ce qui se fait, et c'est ça qui est désespérant, c'est que chaque petite action qui se fait dans ce sens, il y a 15 000 autres actions dans l'autre sens, qui arrivent tous les jours parce que, bah, finalement, l'homme a une soif de progression, extrême, de développement extrême, qui est un sous-développement au final et ça, je pense que c'est le danger absolu de notre civilisation, c'est que on est insatiable. Mais si on arrivait à se nourrir de ces choses-là, je pense que, bah, on arriverait vite à satiété. Donc là, je suis en train de faire un jeûne au moment où je te parle, ça fait ouais. 3 jours que j'ai pas mangé, heu et on se rend compte que chaque chose que l'on mange, chaque chose que l'on goûte, là aujourd'hui, donc j'ai droit à des bouillons, et c'est des moments, de et on arrive à satiété avec une cuillère de miel. C'est exceptionnel. On se rend compte qu'on a pas mais on est gourmand, on a besoin de plus et je le suis, moi je suis gourmand, j'adore le bon vin, j'adore la bonne bouffe, je suis vraiment, mais en fait, on se rend compte qu'avec un légume cuisiné d'une certaine manière, qui a tous ces arômes, toutes ces valeurs nutritives, tout d'un coup, il y a un truc exceptionnel qui se passe. Alors c'est facile de le dire comme ça, beaucoup plus dur de le mettre en application, mais je pense que c'est un travail continu qu'il faut faire, que chacun doit faire. Le problème, c'est qu'il ne concerne qu'une partie de la civilisation, de la population, parce que c'est quand même une démarche qui est assez élitiste, Hmm. qui nécessite cette conscience justement et pour avoir cette conscience, il faut avoir les moyens de cette conscience et aujourd'hui, c'est le problème que je rencontre aussi avec Made in Situ. On est sur des projets très haut de gamme parce qu'on travaille comme des fous sur des projets pendant 3 ans pour faire, 10 pièces, donc forcément, c'est un peu difficile quand je vois tout le travail que l'on fait derrière, les équipes derrière, d'avoir des objets encore accessibles. Mais par contre, on touche à des métiers qui sont, eux, beaucoup plus accessibles et donc par là, revaloriser ces métiers, leur donner plus d'importance, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. Mais j'espère que par diffusion, par propagation, les choses vont pouvoir se faire. Ouais. Mais en fait, c'est vachement intéressant. Alors oui, évidemment, aujourd'hui, c'est réservé entre guillemets à une partie de la population. Quoique, tu vois, je pense qu'il y a aussi, vu que c'est finalement une posture qu'on a, un regard sur les choses, je pense que on peut quand même se l'appliquer. Alors, on peut peut-être pas, du coup, forcément pouvoir s'offrir certaines de tes pièces, tu vois. Mais en tout cas, je crois que ça peut nous redonner aussi une espèce de confiance dans nos goûts. Je sais pas comment te dire, mais tu vois, quand tu dis c'est un puissant fond, on est déconnecté, etc. Peut-être aussi que on n'est jamais rassasié, ou en tout cas on en veut toujours plus, parce que peut-être qu'on n'a pas touché ou ce qu'on a accumulé un peu
sans le choisir avec quelque chose, tu vois, qui résonne au fond de notre cœur, vraiment, ça fait qu'on s'en lasse peut-être plus vite et que ce truc du jetable est arrivé, etc. Mais parce qu'aussi on se compare, parce que il y a des modes, parce que machin. Mais quand on sort de tout ça et qu'on fait un choix non plus par rapport aux autres, tu vois, mais par rapport à nous, que ça revient un peu à l'intérieur, je pense qu'on se lasse moins vite. Tu vois, il y a des choses, on va aimer la patine, on va aimer, enfin, on va être plus tolérant parce que finalement, on va comprendre que notre rapport à l'objet, il est tout autre que peut-être un rapport juste utilitaire ou de consommation, qui est une présence aussi même, tu vois, de l'objet qui nous fait du bien. Et après, tu parlais aussi de ce truc du toujours plus, c'est peut-être un puissant fond dans le sens où on voit bien aujourd'hui que plein d'études le prouvent, hein, finalement, on rêve toujours d'un truc, enfin, c'est quand c'est pas quelque chose qui est lié à nous, et ça ne s'arrête jamais, tu vois, c'est un peu le tonneau des Danaïdes, c'est le truc que tu remplis, que tu remplis, que tu remplis, et ça ne s'arrête jamais, si ce n'est parce qu'en fait tu l'as bien décidé, tu vois, donc c'est aussi un choix en fait, quelque part. Alors, mais c'est aussi un puissant fond dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire qu'on a tellement envie de connaissances, de comprendre, d'essayer d'être au contact, et cetera, que c'est on est aussi insatiable, quand Ouais. on va, dans ce genre de quête. La connaissance des autres, la connaissance de soi, la connaissance du contexte, de l'environnement, c'est des choses qui sont, pour moi, j'ai l'impression d'être un enfant, en train d'apprendre à lire. Oui, mais c'est pas les mêmes vibrations, tu vois. Mais c'est pas la même vibration, c'est sûr, et je suis pas dans l'idée de consommer, mais un C'est ça. besoin d'explorer, évidemment. Mm. Et ça, c'est après, il y a aussi, une volonté, de faire de ce projet un projet un peu plus large. Donc, aujourd'hui, il est sur le Portugal, avec cette galerie, que j'ai créée il y a 3 ans maintenant à Lisbonne. On est à la 4e collection présentée là-bas. Ouais. Tu veux peut-être parler en particulier, puis même peut-être décrire une des collections, je sais pas, pour que les auditeurs là, puissent aussi se représenter un petit peu ce dont on parle. Ouais. Alors oui, bah, alors déjà peut-être je remets juste avant de répondre à ta question, je vais remettre juste les choses dans le contexte. Qu'est-ce Oui. que c'est Made in Oui. situ? Parce que c'est peut-être intéressant de définir un peu ce que c'est, les fondamentaux de ce projet. C'est explorer un territoire ou des régions ou des terroirs, au travers de l'artisanat, des matériaux et des gens, des hommes qui les transforment. Et donc au travers de ça, essayer de comprendre le contexte et de contextualiser en fait chaque projet. Donc chaque projet est un matériau, une technique et un environnement différent. Donc on a des écritures aussi complètement différentes à chaque fois. Et on a une galerie au cœur de Lisbonne, elle est, à côté de Príncipe Real, qui est une place au centre de Lisbonne, et on a d'un côté, notre espace de travail, un espace d'exposition central, et de part et d'autre de l'espace d'exposition, un atelier bien équipé en matériel pour pouvoir faire des maquettes, des prototypes, et cetera. Et de l'autre côté, une cuisine, que j'ai voulu équiper avec du matériel, professionnel. Donc on n'a pas c'est pas la grande cuisine de chef, mais ça permet quand même de pouvoir accueillir des chefs. Génial. Et pour revenir à la galerie, on a présenté la première collection, c'était Barro Negro. C'est une technique de cuisson, de la céramique dans la terre, qui existe aussi en Amérique du Sud et dans d'autres pays. Et c'est une, technique assez, primitive finalement de cuisson, parce qu'on fait notre four dans la terre directement, et c'est un moment de cérémonie très particulier. Dans le village dans lequel on l'a fait, il y a 2 artisans qui mènent un peu le jeu et c'est un village d'artisans qui travaillent, la céramique noire, le Barro Negro, et qui ont, chaque année, entrepris de faire une suenga, qui est la cuisson traditionnelle. Donc eux, ils répètent le Barro Negro Génial. maintenant avec des techniques d'absorption de manque d'oxygène dans les fours, qui permet, à la céramique d'absorber le dioxyde de carbone et de devenir noire. Donc ça, on peut le faire dans des fours. Donc ils ont un système qui mimétise un petit peu cette technique, mais la technique ancestrale, c'est la suenga, c'est cette technique de cuisson directement dans la terre, et on a fait une cérémonie pour faire notre collection, et c'était un moment, incroyable, qui était, assez mystique, je dois dire. On avait Ouais. choisi en plus un 5 juillet, un soir de pleine lune, donc on avait toute la cuisson la journée, de la pré-cuisson et la cuisson des pièces la journée. Ensuite, la nuit, on a recouvert la céramique de terre, et là, elle cuit, comme à l'étouffée, et c'est à ce moment-là qu'elle absorbe le dioxyde de carbone. Est-ce que ça veut dire du coup qu'il n'y a pas d'émaillage dans Non, il y a pas d'émaillage. Alors c'est une terre très brute, très poreuse, et on n'a pas vraiment de fonction d'ailleurs. Les objets sont des luminaires, des vases, mais comme ce sont des vases un peu poreux, on peut pas y laisser de l'eau, un temps indéterminé. Donc en fait, j'ai décidé de faire des objets, des vases, des contenants pour fleurs, séchées, par exemple.
et je trouve que les fleurs séchées, c'est merveilleux quand elles prennent pas, trop la Bah, poussière. bien sûr. Donc c'est aussi une autre manière de regarder la fleur parce que, bon, il y a les fleurs de saison, certes, c'est très bien, les fleurs coupées dans les champs, mais dès lors qu'on commence à importer des fleurs de Hollande, pour pouvoir faire nos bouquets, ça devient plus compliqué. Mmh. Et puis non mais je trouve ça, hyper, juste, tu vois? Aussi de repositionner, peut-être en fait de pouvoir s'adapter aussi en se disant, bah, il y a aussi, la beauté, des fleurs séchées comme tu dis et puis même parfois pas forcément que des fleurs, tu vois? C'est aussi, parfois juste des petits brins, enfin voilà. Et juste pour reboucler avec aussi ce que finalement ça évite, parce que tu sais, nous là, dans ce podcast, on a rencontré une personne qui s'appelle Joëlle Soinette, qui est professeure un peu en chimie des émaux. Et en gros, avec elle, on a découvert, si tu veux aussi, tout ce qui se cache derrière la céramique et derrière, en fait, l'extraction des oxydes qui est fait à l'autre bout de la planète. Enfin, tu vois, il y a tout un truc dont on ignore grandement l'existence et ce à quoi on participe quand on se met à faire de la céramique. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes aujourd'hui qui se mettent à faire de la céramique. Alors, c'est trop bien, mais il y a aussi tout un volet comme ça environnemental d'impact direct et puis même de toxicité, tu vois, pour les personnes qui le manipulent, etc. Donc là, voilà quand même d'autres initiatives. C'est un peu rétro-futur, ces initiatives. Bien sûr qu'on peut se poser la question et voir s'il n'y a pas des émaux différents, naturels et cetera qu'on peut utiliser qui sont beaucoup plus qui sont, plus respectueux de l'environnement. Mais ne serait-ce que la cuisson de la céramique, c'est du gaz, ou du feu de bois, c'est extrêmement énergivore ou électrique. Donc voilà, tout ce qui demande de toute façon, toutes les actions humaines principalement ont un impact négatif sur l'environnement. Même si le lever du liège est un des actes, actions humaines sur l'environnement qui, génère, quelque chose de Ouais, positif pour l'environnement. Savoir qu'un chêne-liège, quand on lui enlève son écorce, c'est sûr qu'il va pas penser à pousser, il va penser à refaire de l'écorce. Mais ouais, il est tout aussi beau et en faisant cette écorce, il capte 3 fois plus de dioxyde de carbone qu'un arbre qui pousserait normalement. Donc, c'est une action ultra positive et l'environnement qui est autour du chêne-liège avec les champignons, avec, tout le microcosme qui est autour du chêne-liège est super positif pour la faune, la flore, et cetera. Donc, on a quelque chose d'extrêmement riche. Donc je pense qu'il y a toute une mesure, il y a un équilibre à trouver et qui peut être super vertueux. Mais la conscience qui va venir du fond, parce que c'est ça ce qui se passe, c'est qu'à force de parler de ça, toi et moi aujourd'hui, et qu'on est en train de faire ça, il y a des millions de personnes qui disent la même chose. Je pense qu'à force, les choses vont venir de l'intérieur, vont venir du bas. C'est le peuple qui va faire changer les choses. J'y crois et j'espère que ça va vraiment être le cas. non, mais nous aussi, enfin, tu vois, je pense qu'on croit, enfin, moi je sais, enfin, je ressens, je sais pas comment, mais tu vois, je perçois quelque chose qui nous dépasse. Je suis fondamentalement convaincue que le changement, il est un peu là en chacun d'entre nous. Et que voilà, après, il faut qu'il se manifeste. Il faut aussi peut-être parfois, enfin, mon avis, ce qui est parfois le plus compliqué, c'est d'avoir le temps aussi de se poser sur ça, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu quelque chose qui est, enfin, systémique. Et puis parfois, on a besoin un peu de s'extraire. Et j'ai l'impression qu'aussi, toi, le fait d'être parti dans un autre endroit plus proche de la nature, avec, tu vois, c'est pas un renoncement, mais tu vois, tu t'es quand même extrait de quelque chose qui peut te happer aussi, tu vois, ce système qui... Complètement. Et ces moments-là, ces phases, on n'a pas tous l'occasion ou enfin, voilà, l'opportunité de les vivre bien, dans des bonnes conditions, etc. Est-ce que toi, d'ailleurs, ça peut être intéressant, tu vois, que tu nous dises, est-ce que toi, parfois, tu as eu aussi un peu, enfin, pas peur, mais tu vois, de partager comme ça tes convictions? Est-ce que tu as eu peur un peu de t'exclure d'un espèce de game, tu vois, en te disant, je sais pas où je vais aller? Et c'est exactement ce genre de peur qui m'a cloué au sol pendant longtemps, à Paris, parce qu'en effet, j'avais la peur de rater quelque chose, de passer à côté d'un truc important, d'être, déconnecté, de finalement, ouais, voilà, de perdre un peu ce qui me nourrissait, quoi. Ouais. Et en fait, en partant, c'était clair que j'en avais plus rien à faire. C'était c'est franchement, c'est ce qui m'a permis de passer à l'acte, c'est de me dire que, bah, non, finalement, c'est pas si important. Tout Ouais. ce que je crois perdre, finalement, je le perds pas, je vais gagner plus ailleurs. Mais bon, encore tout ça, encore une fois, faut le remettre dans l'axe, dans un certain axe, en tout cas, celui d'une personne qui a la chance de pouvoir,
prendre ce type d'initiative. Ouais, bien sûr. Parce que c'est des initiatives qui coûtent. Aujourd'hui, le projet Made in Situ, c'est un projet qui est aussi porté par le fait que je continue de travailler avec certaines maisons comme, Saint-Louis, j'en parlais, mais bon, je suis en train de travailler sur un beau projet de piano en ce moment. J'essaie de travailler sur des projets de valeurs, émotionnelles pour moi en tout cas. Maintenant, il y a aussi, Bernard Design avec qui je travaille depuis, plus de 15 ans, qui, nourrit principalement, mon projet Made in Situ. Et c'est un projet beaucoup plus industriel. On fait du mobilier pour du contract, aux États-Unis. Donc, oui, je suis encore en train de rentrer dans cette, démarche-là. Mais, j'ai Oui, mais c'est toujours, une transition aussi, tu vois, aujourd'hui. C'est-à-dire que une transition voilà, et puis c'est aussi ce monde un qu'on veut voir advenir, t'es en train de le créer d'une certaine manière avec Made in Situ, mais tu es c'est aussi ça, obligé de t'en créer. Enfin, voilà, on vit quand même dans ce monde-là encore aujourd'hui, donc on a besoin de cette on a transition. On peut besoin. pas être, Voilà. oui, on peut pas être ayatollah et du jour au lendemain Non. dire: «Non, non, 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 on coupe tout, on arrête tout». Et puis il faut que les transitions soient désirables. Faut qu'on ait envie, l'écologie, si elle est pas désirable, c'est personne n'ira. Donc il Mais faut bien avoir sûr. envie aussi d'aller vers quelque chose, que ce soit pas construit comme une contrainte, mais comme quelque chose comme une évolution. Et c'est ça le drame aussi aujourd'hui, c'est qu'on ne met pas assez en avant les possibilités d'évolution de ce système. Non, non, et puis en fait, enfin, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, à mon avis, ça va être un changement qui est intérieur. C'est pas un truc qui est à l'extérieur, qui va venir ni nous sauver, ni nous. Voilà. Ce travail, il est long, et je crois que, tu vois, quand toi, tu nous disais tout à l'heure que tu avais commencé à penser à Made in Situ il y a plus de 10 ans, bon, bah voilà, enfin, en fait, c'est que c'est quelque chose qui prend du temps. Et en même temps, il n'y a pas de retour en arrière pour les gens qui ont ce changement. Tu vois, c'est ça qui est vachement rassurant, c'est que quelque chose qui s'augmente. Et plus en fait le temps passe, plus les gens un peu ont conscience de ça et ça naît à l'intérieur d'eux et ils voient des exemples. C'est pour ça que moi je pense que les partages sont vachement importants parce que aujourd'hui où on a tout un peu à réinventer, partager l'initiative, des solutions, les comment on fait pour un peu bah, voilà, tenir debout, bosser un petit peu parce qu'en fait il faut financer cette transition et en même temps explorer avec des projets qui pour l'instant rapportent rien parce qu'en fait il n'y a pas de demande. Enfin, c'est aussi ça le truc, c'est que où il y a pas, c'est pas tout à fait le moment parce que aussi on a été habitué à des choses qui coûtent, qui ont pas le vrai prix des choses. Tu vois, il y a vraiment ce truc de tous les coûts cachés qui sont derrière. Bon bah voilà, tout ça, ça prend, ça prend un peu de temps, mais en même temps c'est là et c'est là chez de plus en plus de gens et il n'y a pas de retour en arrière. Donc à un moment donné, je suis, enfin, Non, 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 c'est sûr, c'est sûr. Et une fois qu'on a conscience de ces choses-là, c'est presque impossible de faire le pas arrière. Je vois, c'est complètement impossible. Parce que, bon, on voit qu'on est enfin, il y a une évidence, quoi, une sorte de c'est clair. Il y a rien d'autre à dire, quoi. à mon avis, tu vois, enfin moi je trouve qu'on vit quand même une période assez dingue Oui, à ce niveau-là, parce que l'improbable peut surgir aussi de ça. voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et d'autre part, c'est, essaye et tu verras bien, c'est nécessaire. On a besoin de ça, on a besoin de penser comme ça. On doit avancer, on doit pas forcément enfin celui qui a peur du regard de l'autre, qui se dit: «Non mais attends, si je fais ça, je vais me mettre en porte-à-faux» et cetera. Il faut sortir de ces carcans-là. Et bien sûr, pour sortir de ces carcans-là, il faut avoir une certaine confiance en soi ou en tout cas, heu, il faut pas avoir peur de se planter. Ça aussi, c'est super important. Je pense que quand on fait un saut comme ça, on se dit: «Bah, on va voir, advienne ce qui» voilà, c'est Oui, et puis je pense que tu vois, enfin à mon avis, tout le monde se plante, mais c'est à partir du moment aussi qu'on est dans ce truc-là, j'ai l'impression qu'on voit plus nos échecs comme avant, on les voyait un peu dans le monde d'avant. chaque échec devient une expérience supplémentaire et un plus pour l'expérience suivante. Exactement. Donc mais c'est que de l'apprentissage. Et moi, j'ai pas l'impression avec un projet comme Made in Situ d'imposer quelque chose au monde. J'ai l'impression de proposer et c'est quand même une démarche différente. Quand on impose, quand on est dans une valeur industrielle et qu'on va, immerger, la planète de nos produits avec, je sais pas, des flacons de parfum, des trucs qui sentent pas bon et qui sont très mauvais pour la peau, enfin, je sais pas et qui vendent des images et des rêves. Là, on impose. On n'est pas dans la proposition. On impose parce qu'on veut que ça marche. Par contre, quand je fais un projet comme Medicine Institute, je suis dans la proposition. C'est très humble, c'est mon niveau, c'est mon truc, dans mon espace. On va le faire voyager, à partir de juin.
à la Villa Noailles. Mais Ouais, tu vas nous en parler voilà, ça parce que tu on en ouais. parlait. Mais voilà, le Peut-être, est-ce que tu peux nous décrire un tout petit peu cette série de mobilier, tu sais, en liège, que tu as commencé à nous ouais. parce qu'en fait, cette histoire aussi, elle arrive au moment où toi, tu arrives un peu au Portugal, en fait? En effet, quand je suis arrivé au Portugal, j'étais donc, déménagement, camion et cetera et puis moi, j'ai fait le trajet en voiture pour amener la voiture là-bas et je me suis retrouvé, j'ai adoré ce voyage. C'était un moment de libération intense. Je crois que j'ai jamais autant, hurlé dans ma voiture de bonheur, en faisant la route parce que je sentais que je mettais derrière voilà, ça y est, j'avais fermé le truc Tu t'es derrière, libéré. je me libérais et donc puis en plus, route sympa, quand on passe, par Guétari pour faire une petite pause, par, Ouais, c'est sublime. le voilà, Bilbao et cetera. Donc il y a quand même des itinéraires assez chouettes, Asturies et autres et donc en arrivant au Portugal, la première chose que j'ai croisée juste après la frontière, c'est des incendies. Je me retrouve en plein milieu des incendies, à ce moment-là, au mois d'août, assez dramatique cette année-là. Ils ont fait, une centaine de morts, donc c'était énorme, très traumatisant pour le Portugal et je me retrouve avec ces canadaires, ces paysages, noircis, ces forêts calcinées avec juste des bouts de bois, verticaux qui dépassent, qui sont en fait les eucalyptus qui ont persisté et enfin et qui sont c'est cette cochonnerie de monoculture, qui crée justement aussi un peu, des problématiques d'incendie notamment. Donc appauvrissement des sols, sécheresse et en plus c'est ces allumettes sur racines quoi. Donc mais je me suis retrouvé propulsé là-dedans et ça a été assez marquant et je me suis dit: «Bon, bah, ça c'est mon premier contact, mon premier jour de vie au Portugal, il est là». Bienvenue. Bienvenue, donc ça c'est il y a tu voilà, tu l'environnement te parle, il y a quelque chose qui se passe, tu feras quelque chose de ce projet-là et un jour en allant, visiter une entreprise qui fabrique du liège, des blocs de liège à partir de liège récolté, dans la région, dans le sud, je vois un tas de chênes liège brûlés et donc je demande: «Mais qu'est-ce que c'est?» En fait, il est cal le liège était calciné en surface, mais ils gardent l'intérieur pour, en faire des blocs justement et Ah, OK. je dis: «Mais attendez, là, ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais faire quelque chose parce que j'ai un sujet avec les incendies, faut que je fasse que il y a quelque chose à faire Mmh. là-dessus» et on a fait une expérience, on a fait un bloc avec le liège brûlé directement, en essayant de travailler avec des grains les plus gros possibles en partie basse du bloc et les plus fins possibles en partie Ouais, haute. c'est ça, c'est très, très beau. Donc On une sorte mettra de des dégradé photos, de ouais. matière. Mmh. Et ce dégradé de matière permet, même si le calciné s'en va dans le process de fabrication parce qu'on passe dans des broyeurs et cetera, malgré tout, on a un côté beaucoup plus rugueux, plus brut en partie basse et la partie haute beaucoup plus fine, qui permet d'exprimer la matière au mieux Ouais, et c'est sublime. une fois que j'avais ces blocs, je me suis demandé ce que j'allais en faire. C'est vraiment, des parallépipèdes, Mais d'ailleurs, ce moulage, en fait, comment, ça s'agglomère, en fait? Ça Enfin, s'agglomère c'est par collage. Malheureusement, c'est encore des colles vinyliques. Il y a alors ça, c'est pour la partie, pour ce type de liège. Si on fait du liège, expansé, j'allais dire, on appelle ça le black cork, qui est un liège qui devient noir, dans la cuisson. Donc ça demande aussi beaucoup d'énergie pour le fabriquer. mmh. On fait cuire le liège, on le fait bouillir presque et il va se dilater et la subérine du liège être relâchée, va créer cette colle naturelle, entre les grains. Donc les grains vont être liés entre eux, donc on fait des blocs, d'une OK. manière, voilà, en étant, plus écolo dans l'approche, même s'il y a beaucoup de consommation d'énergie Ouais, mais derrière. du coup, ça veut dire quand même que c'est vachement plus sain. Mais même en plus en termes de toxicité de tout, quoi, faire et puis Alors maintenant, oui, c'est des blocs plus sains, qui ont leurs inconvénients aussi. C'est-à-dire que, c'est des blocs plus fragiles. On peut pas aller dans la finesse, on est obligé de travailler sur des formes très rondes et cetera. Bon, moi, j'avais pris le parti de parler des incendies et de faire des objets avec cette technique-là. Donc je suis parti sur mes blocs collés, mais qui restent, quand même, assez sains parce que ça reste du liège en majeure partie et le liège étant une matière, extrêmement saine, et assainissante d'ailleurs, enfin en tout cas pour l'environnement, sonore notamment. Donc voilà comment j'ai commencé cette collection avec ces blocs et une fois que j'avais ces blocs, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais pouvoir faire avec et est née cette idée de mobilier mmh. qui est un peu,
voilà, qui vit comme ça, qui part du bloc et en fait le bloc reste toujours présent dans la forme de l'objet, mais ensuite devient, une forme beaucoup plus organique, en 3 dimensions. Donc on a une forme, 3D mais, très simple qui est la parallélépipède et puis ensuite on arrive sur cette forme très organique. C'est un peu l'idée du phénix, c'était un peu ce qui était sous-jacent, sous-entendu en tout cas, dans le projet et on a fait cette collection de mobilier, qui a été présentée dans la galerie, dans Et un donc ça, on paysage. va pouvoir le voir à la Villa Noailles, parce que donc oui, c'est que cette année. Ouais, on en verra une partie, ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le contexte de présentation. À chaque fois qu'on fait une présentation à Lisbonne, même si on n'a pas une clientèle pour ça, hein, c'est Lisbonne, on le fait parce qu'on pense qu'il est nécessaire de retranscrire les projets là où ils sont faits. Ça me paraît Ouais, bien sûr. fondamental. Et Donc, qui on documente beaucoup a aussi. oui, oui, la restitution et la mise en abîme, parce qu'il est important aussi de s'immerger dans un projet comme ça. C'est des projets qui demandent tellement de temps, d'énergie, parce que c'est un travail considérable, hein, de faire des projets comme ça. On les porte à bout de bras en permanence, parce qu'on travaille pas forcément avec des gens qui ont l'habitude de travailler sur, ce genre de projet, parce qu'on travaille aussi avec l'humain et l'humain a dans toute sa splendeur, avec, ses bons Hmm. moments et ses moments aussi de déprime, d'absence et cetera. Donc c'est assez complexe, surtout quand on travaille avec des petits artisans. Et là, on a mis en relation d'ailleurs 2 entreprises. Une entreprise plutôt artisanale, familiale, assez complexe à gérer, mais qui est très belle dans le fond, et une entreprise beaucoup plus industrielle, familiale aussi, dans le nord du Portugal, pour travailler justement le travail en 3D avec des machines. Donc, on a travaillé avec des machines numériques. Donc, on associe aussi le travail artisanal au travail numérique, parce que je pense que l'artisanat aussi a son futur là-dedans, dans cette association-là. Faut pas tout voir que au niveau du feu et de la terre et du bois sculpté. Hein, on a aussi une dimension, beaucoup plus, technique parfois et c'est ce qui m'intéresse aussi dans cette il y a ce côté hybride aussi dans le projet, Made in Situ, mais toujours ancré dans, des localités, dans des savoir-faire particuliers. Et le liège, au Portugal, ils ont un savoir-faire exceptionnel. Ouais, de dingue. Et donc du coup, peut-être tu peux peut-être nous parler là de ce qui va se passer à hier. Du coup, donc toi, tu as été nommé président du jury de la Design Parade, donc le côté un peu design en fait, c'est ça? Oui et en plus parce que j'ai une histoire avec la Villanoise où j'ai quand même, grâce à François Champsor qui m'a présenté ce lieu, je connaissais pas, j'y étais jamais allé auparavant et Ouais, j'ai c'était en fait partie du jury, 2018-2019, je sais plus. Ouais. il y a 3 ans, il y a 4 ans maintenant, bientôt et j'ai rencontré aussi, ma femme donc c'est quand même, ça a il y a plusieurs facettes importantes pour moi dans ce lieu. Et la Villa Noailles, oui, c'est un lieu, merveilleux parce que déjà on prend une position, différente, par rapport à tout ce qui est centralisé à Paris. On parle du sud-est, de la région qui a des savoir-faire aussi exceptionnels. Donc forcément, il a fallu que j'aille, explorer aussi un petit peu la région. Donc je vais présenter, mes 4 premières collections Made in Situ, à savoir donc, Barro Negro, Burnt Cork, Azulejos et Bronze and Beeswax, qui est le dernier projet qu'on a mis en place. Et je vais faire un nouveau projet, avec, du liège local. Donc je suis reparti sur le liège, bizarrement, parce que j'aurais pu essayer de trouver autre chose, mais c'était vraiment, assez évident quelque part là-bas. Donc je travaille avec plusieurs artisans. Ginquet, qui est un des derniers, leveurs de liège et producteurs du liège, dans la région, qui est vraiment un résistant, qui a vu toute l'industrie, du liège dépérir, dans le Var et au profit justement du Portugal, de la Tunisie, de l'Italie ou de l'Espagne. Et justement, il a cette volonté enfin, il y a cette volonté familiale et puis, même aussi maintenant, plus largement, au niveau des associations qui se tournent, autour de ça, comme, Forêt Modèle de Provence, Ouais, qui sont des associations qui permettent de faire valoir les ressources locales. Donc, en fait, ce qui m'intéresse, c'est au travers de ce projet qu'on est en train de faire avec le chêne et le liège, donc c'est le chêne du chêne-liège, hein, qu'on va réutiliser. C'est d'utiliser des lièges qui ont été affectés par les incendies aussi, là encore, on parle, hein, d'un nouvel incendie en 2019 qui était, d'accord. catastrophique pour le massif des Morts et on va travailler avec ce chêne et ce liège, le liège non brûlé pour le coup et on va les rassocier, au travers d'objets qui seront, et qui ont été inspirés par une visite d'un couvent, au Portugal, qui est à côté dans la région de Sintra où, on se retrouve dans un environnement incroyable avec, des parois, tapissées de liège, brut et donc c'est ça qui a donné, naissance à ce projet. Trop bien.
Voilà. Après, il y a beaucoup de choses à raconter évidemment. On se rend compte que comme il y a pas de bois et d'entretien de ces forêts et donc de coupe et cetera. Alors quand on coupe le bois, c'est pour aller faire du bois de chauffage, mais sinon, il y a pas vraiment de valorisation de cette matière, parce qu'en plus c'est un bois très compliqué à travailler, donc c'est aussi pour ça qu'il a peut-être été un peu délaissé et puis avant on s'intéressait plus au liège qu'au chêne, donc finalement on s'intéressait pas trop à la matière, au tronc, à l'arbre. Mais finalement, c'est un arbre merveilleux avec des couleurs fascinantes. Il est difficile, mais voilà, on Ouais, travaille et puis aussi, je trouve que tu vois, il y avait quand même une esthétique du liège. Enfin, il y avait une espèce de connotation du liège qui n'était pas forcément ultra. Enfin, il y avait très peu de designers ah oui, architectes oui, oui. d'intérieur qui utilisaient du liège, tu vois, parce qu'il y avait un espèce de côté un peu, je sais pas comment on peut dire, mais pas forcément au goût du jour, tu vois, un truc un peu dépassé. Et du coup, on a besoin aussi qu'il y ait des personnes qui nous amènent ailleurs, à la redécouverte en fait aussi. C'est ça que je trouve qui est chouette quand on voit ton travail se révéler à nous. Ça nous amène ailleurs aussi, tu vois. On sort de nos idées reçues et ça c'est chouette, tu vois. Alors on vient à une question un peu plus large parce que, on va les pièces qu'on présente, c'est des pièces risquées, hein. Elles sont très matiérées, très chargées, parce que la nature de la matière est chargée, et j'ai voulu l'exprimer au mieux, c'est-à-dire, dire voilà, rendre, libérer la matière, la montrer telle qu'elle est. Donc je m'éloigne un peu, d'une sorte de maîtrise de l'esthétisme. Là, il y a vraiment plus de maîtrise et le beau intervient parce que pour moi, il intervient en tout cas parce qu'il a du sens. Donc il y a pas forcément de fonction, enfin, il y a pas de discussion, il y a une sorte d'évidence de la matière Mm. et le fait et l'évidence, c'est une certaine beauté quelque Mm. part. Et alors du coup, voilà, si Noé, du coup, tu devais nous partager quand même une définition ou ta définition, tu vois, du beau, de ce qui vraiment profondément, toi, te met en émotion et te touche vraiment. Qu'est-ce que tu auras envie de partager avec nous là? Ouais, je crois que c'est ce qui est ancré, ce qui a une raison d'être, que ça soit un paysage, que ça soit une Mm. personne, que ça soit, un objet, que ce soit je sais pas, un moment, particulier. C'est ce qui a une raison d'être, ce qui résonne, ce qui nourrit l'intérieur, ce qui fait qu'on a une vibration, qu'il y a l'émotion qui est suscitée. Pour moi, là, on est dans la beauté. On n'est pas, dans l'artefact Mm. de la mode, de ce qu'on nous donne à voir comme beau alors que c'est pas forcément beau. C'est souvent même l'inverse. Donc, c'est une sorte d'évidence. La beauté, pour moi, c'est l'évidence. Ouais, c'est beau. Alors, on arrive aux petites questions de fin, Noé. Et là, peut-être pour retourner un peu plus dans aujourd'hui aussi les défis du design, parce que évidemment, on en parlait tout à l'heure, cette standardisation, tu vois, nous a amené à tout ce qu'on, enfin, tu vois, voilà, tous les problèmes qu'on touche du doigt ici, et ce pourquoi aussi, bah, beaucoup de gens aujourd'hui font autrement, etc. Mais il n'empêche qu'on est de plus en plus nombreux sur cette planète et que on a besoin aussi de se meubler. Et donc c'est pas demain la veille que le design industriel va enfin, vraiment disparaître. Tu vois, est-ce que aussi des choses et peut-être que cette industrie, elle peut aussi nous aider par les recherches qu'elle peut faire, par les moyens dont elle dispose, à faire de la R&D. Et on pense, enfin, il y a plein aujourd'hui de sujets, j'imagine. Enfin, moi, je le vois un tout petit peu, tu vois, mais les mousses, enfin, tout ce genre de choses. Est-ce que toi, tu penses que, enfin, s'il y avait un peu des défis aussi aujourd'hui dans le design, les plus importants ou les plus, ce serait quoi un peu pour toi aujourd'hui? Moi, ça, c'est, tu as complètement mis le doigt sur le sujet principal. On va être de plus en plus nombreux sur la planète avec de plus en plus d'urgences, de besoins, avec des aussi des pays qui vont s'ouvrir, en nous regardant en disant: «Vous pouvez pas nous donner des leçons, vous avez fait de la n'importe quoi pendant plus d'un siècle et demi, avec après la révolution industrielle. Pourquoi vous allez nous donner des leçons? Nous, on a envie d'acquérir tout ça, on a envie de». Donc ça va être un vrai sujet. On le sait aussi, enfin, on le voit sur toutes les ressources d'ailleurs, hein, quand les ressources vont être renationalisées, il y a plein de pays qui vont s'étendre au maximum et vivre, comme des Américains. Donc ça fait peur. La solution, elle vient bien sûr de l'industrie, parce qu'aujourd'hui, c'est le problème majeur. Donc si on ne prend pas la solution à ce niveau-là, on va dans le mur. Mais et pour ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de pôles, R&D et cetera qui travaillent sur ce type de sujet. Le problème, c'est quand on fait, par exemple, du plastique recyclé, on ne fait toujours que du plastique, hein, donc ça reste quand même un problème. J'ai été à une conférence il y a pas très longtemps à Lisbonne, sur le plastique justement, par rapport à une exposition qui a lieu, là-bas
Et j'avais, en face de moi, des chercheurs qui ne juraient que par le plastique et des designers qui ne juraient que par le plastique. Et Ouais. notamment, des designers qui travaillaient sur des nouvelles machines à café qui ressemblaient à la machine à café précédente. Je me dis: «Bah, non, en fait, excusez-moi, oui, c'est peut-être une solution, à court terme», parce que c'est vrai que le plastique, a libéré, quelque part, l'homme de certaines tâches très ingrates, très dures dans le travail. Parce qu'il ne faut pas oublier ça, il y a eu quand même ça aussi dans la révolution, de cette industrie. La possibilité de faire des travaux, moins complexes, mais en même temps, on a amené, le démon dans nos maisons, quoi. Ouais. Donc, je pense que oui, il faut qu'il y ait une conscience, et la conscience, elle existe dans l'industrie. Souvent, c'est surtout du greenwashing. C'est un argument, supplémentaire pour vendre. C'est un argument commercial. Donc, c'est du marketing, c'est une catastrophe. Il faut vraiment que ça soit ancré dans le fond dans les fondements. Il y a des entreprises qui existent, qui le font. Il y a des choses qui vont évoluer et puis bon, peut-être qu'à force, celles qui sont tellement mal notées vont être tellement mal vues que, elles vont devoir faire, comme les autres. Donc le grand défi, c'est sortir de la pétrochimie. Ah bah, ça c'est évident, c'est évident, c'est évident, mais avant qu'on y soit, là où on essaie de trouver des solutions, mais la pétrochimie intervient tout le temps. Donc, Mmh. Bah, bon, tout le temps, sauf à plein, enfin, quand même, voilà, il y a vraiment des projets alternatifs et c'est un peu tout l'objet de l'exposition qui va être présentée, tu vois, à l'automne avec la Biennale présentée par l'Association pour un design soutenable, là, que j'ai fondée. Mais il existe aujourd'hui à l'œuvre quand même beaucoup de recherches et des designers-chercheurs qui ont, en tout cas, des embryons de solutions, alors qu'ils sont pas aujourd'hui exploitable à l'échelle industrielle parce que voilà, et puis il faut faire aussi attention aux fausses bonnes idées, c'est-à-dire que parfois tu as l'impression que c'est un bon truc et puis en fait si tu te mets à le scaler, parce que c'est ça en fait, c'est qu'on avait une solution unique pour tout un tas de trucs et aujourd'hui on est un peu appelé à trouver une biodiversité de solutions alternatives au plastique. Et voir le problème des biocarburants ou toutes ces choses-là. À chaque fois, oui, tout dès qu'on est dans une échelle de masse, ça devient une catastrophe. ouais, donc c'est aussi se remettre au contact de choses qui sont par parcimonie et par usage et par enfin, tu vois, c'est quelque chose qu'on a aussi à découvrir, aussi à se mettre peut-être à inventer en fonction de nos besoins, quoi. Pas avoir un seul truc qui... Mais complètement, et je trouve ça superbe ces initiatives, et je suis fasciné par le travail de jeunes designers que je peux voir avec ce travail sur les algues, avec, sur une milliard de choses, de déchets industriels et cetera. Il y a tout un travail qui est fait, ou de déchets, heu Ouais, même du BTP, tu vois, des choses comme ça, quoi. oui, non, non, mais il y a un travail exceptionnel. Le problème, c'est la pérennité aussi de ces projets. À quel bon, et ça va venir, c'est dans le développement que ça va se faire. Dans un premier temps, de toute façon, on va devoir gérer, le recyclage de toutes ces choses que l'on a produit. Maintenant, c'est très dur à dire, c'est très facile à dire, mais là, je suis en train de te parler avec, un ordinateur, avec des composants plastiques, donc, comment est-ce qu'on va faire pour se passer de ces choses-là? Je pense que le plastique a des nécessités, parce qu'on va aujourd'hui, on a créé plein d'objets avec ça, donc, dont on a besoin. Donc oui, on va pas venir tout de suite avec des voitures, revenir avec des voitures en bois et en et en Et en acier et en algues. cuivre. Non, pour revenir à ça, je pense que ce qui serait vraiment, à mon avis, une solution, durable, c'est qu'il y ait les pouvoirs publics, des associations et cetera qui réintègrent l'idée de fabrication locale. Donc, que les choses se fassent localement, que l'artisanat puisse revenir dans les villes. C'est ce qui se passe avec les Fab Labs et des choses comme ça. Il y a déjà cette tentation, mais ça reste très connoté. Il faudrait qu'il y ait un artisanat de qualité qui puisse revenir avec, des objets accessibles. Donc ça peut être une des solutions, pour, pouvoir au moins répondre à des demandes, et comprendre que quand on achète un objet, certes plus cher au départ, mais qui va avoir une pérennité, une durée de vie qui change tout. Voilà, on est dans quelque chose de juste. Quand on Mm. achète un objet chez IKEA parce que ça remplit la mission à un moment donné, de remplir, la case, bah, au bout de 2 ans, on ne sait plus quoi en faire parce que non, ça correspond plus aux besoins. Et on peut pas le réutiliser, ou il y a très peu de recyclage possible. Donc, Ouais, mais tu vois, il y a aussi un levier d'influence. oui, Mm. j'espère.
Bah si, moi je te le dis. J'en suis persuadée. Et est-ce que pour finir peut-être sur un petit mot, ce qu'on peut se souhaiter, parce que tu vois, moi j'ai quand même l'impression que transparaît à travers ton parcours aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'apaisement et aussi une remise au contact avec cet amour du territoire, de la terre, des savoir-faire. Ce mot aussi, amour, qu'on a un peu, enfin si tu veux, qui est pas trop aujourd'hui perçu et enfin on en parle de l'amour amoureux, un peu galvaudé, voilà, mais comment est-ce qu'on pourrait aussi se souhaiter un peu ça, peut-être? Qu'est-ce que tu en penses de remettre ça aussi au cœur, de refaire la paix aussi un peu avec ça? Ah ouais, on peut se souhaiter tous beaucoup d'amour. Comprendre que l'amour, il est pas forcément, entre nous, mais il est aussi, envers ce qu'il y a autour de nous, envers le s'ouvrir à autre chose, s'ouvrir à quelque chose de différent et ne pas avoir peur de chuter, de recommencer, De se mettre en mouvement aussi, comme toi tu l'as de se fait. mettre au mouvement, ouais, ouais. Donc, je pense que on a besoin de mouvement, on a besoin de sortir de nos cases, on a besoin de sortir surtout des cases dans lesquelles on nous a mis, parce que c'est pas forcément des cases qu'on a Mm. décidé dans lesquelles on a décidé d'être. Et ça, c'est fondamental. Et ça passe par des petites actions comme de grandes actions. Mais déjà d'avoir conscience de ce qu'il y a autour de nous, conscience de ce que l'on consomme, conscience de ce que l'on fait. C'est ça ce que je souhaite, c'est qu'on puisse, enfin ce qu'on peut tous se souhaiter, c'est qu'on puisse aimer cette conscience, qu'on puisse aimer les autres et qu'on puisse aimer, et partager aussi ces choses-là. Ouais, bien sûr. Bah, c'est souvent ça en fait qui est induit, c'est-à-dire que quand on touche un peu du doigt tout ça et qu'on est émerveillé, fasciné et tout ça, on n'a qu'une envie, c'est le partager. Oui, complètement. Mm. Merci beaucoup Noé pour cet échange, cette Merci conversation. Hélène.